accident. Podio tout terrain. Bonjour à tous, vous écoutez Podio Tout Terrain, c'est le nouveau podcast de Podio. Tous les mois, on vous raconte une belle histoire de sport, un événement marquant, on part à la rencontre d'un athlète célèbre ou qui mérite de le devenir. Tous les mois, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport. Et pour ce 3e épisode, on a choisi la piste de Formule 1. Il y a un an, Romain Grosjean était victime d'un accident spectaculaire au Grand Prix de Bahreïn. La monoplace est coupée en deux, elle s'enflamme. Le pilote français restera 28 secondes en enfer. Pour Podio Tout Terrain, Julien Febvreau, le commentateur de la Formule 1 pour Canal+, et aussi animateur du podcast Essai Privé, revient sur ce moment inoubliable pour lui et pour le sport. Alexis Raison l'a rencontré dans sa cabine de commentateur. Montez le son et rendez-vous au premier virage. Bonjour Julien Febvreau. Bonjour Alexis. On enregistre cet épisode de Podio Tout Terrain sur ton terrain, en quelque sorte. On est ici dans la cabine de commentaires des Grands Prix de Formule 1 à Canal+, et c'est donc depuis ici, pour des raisons sanitaires, évidemment, que tu commentais le Grand Prix de Bahreïn le 29 novembre 2020, il y a quasiment un an jour pour jour. C'était ici. Et c'était ici avec Jacques Villeneuve et avec toute l'émotion qui reste un an après autour de cet endroit et de ce moment qu'on a vécu. C'est un des instants, j'imagine, les plus marquants de ta longue carrière de commentateur de Formule 1. Tu pourras peut-être nous rappeler au passage ton palmarès, en quelque sorte, combien de Grands Prix tu as commenté toute année et toute antenne confondue. Oui, je suis à ma 17e saison de Formule 1, un peu plus de 300 Grands Prix couverts, et c'est vrai que ça reste l'un des moments les plus difficiles. En tout cas, en direct, le moment le plus difficile. Il y a bien sûr eu l'accident de Jules Bianchi. Sur l'instant, il n'y a pas eu le même choc visuel, émotionnel qu'avec Romain, où on a tout vu. Dans le cas de Jules Bianchi, on n'a pas vu ce qui s'est passé, tant mieux. Donc on savait que c'était grave, mais il n'y avait pas ce choc visuel qu'on a eu avec Romain. Si on revient un peu en détail là sur cet après-midi du 29 novembre, sur ce Grand Prix de Bahreïn qui partait pour être un Grand Prix tout à fait classique, mais qui dès les premières secondes, dès le premier tour, le départ était à peine donné, prend une tournure complètement inhabituelle avec une voiture qui non seulement sort de la piste, ça peut arriver assez régulièrement, mais là le choc, c'est la boule de feu, c'est l'explosion. Ça, c'est une image qui n'est pas du tout habituel. Bien sûr, c'est ce qui saisit immédiatement le spectateur, que ce soit moi dans ma position de commentateur ou notre abonné sur Canal+. On sait que c'est un moment extrêmement tendu, c'est un moment que tout le monde regarde avec beaucoup d'excitation, parce qu'on sait que c'est un moment où il peut se passer des choses, des dépassements, des accrochages, évidemment sans jamais souhaiter que les choses tournent mal. Et là, c'est vrai que dans mon champ de vision, sur ces premiers instants de course, je suis toujours en mode radar. J'essaie d'utiliser mes yeux comme un scanner pour, dans mon champ de vision sur l'écran, être attiré par ce qui n'est pas logique. Et évidemment, immédiatement au fond de l'image, je vois cette voiture qui quitte la piste, qui a un mouvement qui n'est absolument pas logique, et donc mon œil est immédiatement accroché par cette monoplace. Je distingue tout de suite que c'est une Haas, la voiture américaine, et l'instant d'après, entre le moment où je me dis c'est une Haas et où je pourrais commencer à me poser la question de me dire c'est qui ? C'est Kevin Magnussen ou c'est Romain Grosjean ? Boum, la boule de feu. Et évidemment, le cerveau à ce moment-là n'analyse que la boule de feu. Et on a sur nos écrans dans cette cabine de commentaires un écran qui affiche une carte du circuit et des points GPS de tous les pilotes. Et évidemment, mon regard immédiatement se tourne vers cette carte et le petit symbole de la voiture de Romain est arrêté. Donc je sais que c'est Romain à ce moment-là qui est touché. Tu as aussi une relation particulière et spéciale qui t'unit à Romain Grosjean, donc ça change malgré tout, j'imagine, alors peut-être pas du point de vue du commentateur, mais l'homme qui commente, en tout cas. Oui, Romain, je le connais depuis 2005, et il était donc très loin de la Formule 1 à cette époque. Il était à 4 années d'arriver en Formule 1, et on se connaît depuis cette époque-là, et c'est vrai qu'on est tout de suite devenus amis, à tel point que voilà, j'ai été témoin de son mariage avec Marion, je suis le parrain de leur premier enfant, donc c'est vrai qu'en dehors des circuits, on est liés par
plus qu'une amitié. Lorsque l'on est sur un circuit, on laisse cette amitié de côté parce que je me dois d'être objectif. Donc quand Romain fait des bêtises en piste, je dois pouvoir le dire aussi librement que si je ne le connaissais pas personnellement. Je ne m'en prive pas. Ce qui fait donc effectivement, pour revenir à la question initiale, notre relation est très personnelle et qu'au moment où ça arrive, j'ai un coup au cœur que j'aurais eu pour tous les pilotes, mais forcément entre cette boule de feu et le temps d'attente, j'ai eu l'occasion d'avoir des visions de Marion à la maison. Je sais où elle se trouve à ce moment-là, je vois les enfants, j'imagine qu'elle est en train de les faire quitter la pièce où ils se trouvent. On s'était vu en plus le vendredi et on avait discuté ensemble du fait qu'ils avaient fait le choix de laisser les enfants regarder en direct les Grands Prix, donc je sais qu'ils ont vu et à ce moment-là c'est ce qui m'oblige à essayer d'être le moins dramatique possible, parce que d'abord je sais que Marion et les enfants regardent et donc à défaut de pouvoir les rassurer, puisqu'il n'y a rien d'autre qu'une image de Romain étant en forme qui pourrait les rassurer à ce moment-là, j'essaye au moins de pas rajouter à la dramaturgie et à la gravité de la situation. J'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri parce que la boule de feu m'a stupéfait, mais j'essaye au moins juste après. Quand j'ai eu ce cri, je me suis tout de suite dit mince, j'ai crié et les enfants m'ont entendu crier. Et je m'en suis voulu immédiatement. Et donc juste après, j'ai essayé de redescendre un peu le ton de ma voix et non pas trouver des mots rassurants, parce qu'il y a vraiment rien de rassurant dans ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, mais d'essayer, je sais pas comment, de ne pas trop en rajouter dans ma voix, juste pour laisser le temps à Marion de faire sortir les enfants de la pièce. Tu sens intérieurement qu'il y a deux personnes en toi qui réagissent différemment, le journaliste qui se doit de prendre du recul, oui, et le copain qui... Oui, il y a en permanence des changements d'état d'esprit, c'est-à-dire que par moments mon cerveau divague sur des images très très noires que j'ai essayé de chasser immédiatement, parce que on avait vécu il y a pas si longtemps les drames de Jules et d'Antoine, et donc d'avoir été présent aux obsèques de ces deux pilotes me font venir des images identiques concernant Romain, et j'essaye de les chasser immédiatement. Donc voilà, il y a un combat que je mène entre ce que mon cerveau est en train d'essayer de penser, parce que l'être humain voit toujours le plus noir et le plus négatif avant de se dire mais non, ça va aller, et en même temps l'autre partie, c'est tu es à l'antenne, on est en direct et tu n'as pas le choix, même si tu es très proche, même si tu es affecté, tu n'as pas le choix, c'est ton métier et tu dois être professionnel jusqu'au bout. Donc reprends le dessus, explique ce qui se passe. On te demande pas de faire des belles phrases, des grandes phrases. Sois simple, fais efficace. Tu as Jacques Villeneuve à tes côtés, donc appuie-toi sur Jacques, et Jacques effectivement a une très bonne analyse à ce moment-là de la situation. Heureusement qu'il est là, mais c'est un combat permanent dans mon esprit. Podio tout terrain. C'est l'accident le plus effroyable, je pense, que l'on ait vu en F1 depuis qu'elle est sur Canal+. J'étais incapable de dormir, il y avait trop d'adrénaline. Donc cette nuit-là, pour la petite pointe d'humour, je me suis fait la première saison de La Flamme. Donc c'était de circonstance, certainement, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc Jonathan Cohen, je te remercie de m'avoir fait rire cette nuit-là et d'avoir tenu ma nuit grâce à un titre très évocateur. Je crois me souvenir qu'au bout d'un moment, il y a aussi un petit affaissement peut-être, où oui, parce on que t'entend plus pendant quelques secondes et on comprend que t'es touché. Ouais, dans la chronologie des faits, il se passe 2 minutes 43 entre l'impact et le moment où on voit Romain. Qui paraissent 20 minutes. Qui paraissent très 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 longues ces minutes. Et d'ailleurs, je suis tellement à la recherche d'informations, puisque immédiatement mon téléphone sonne, mais les messages arrivent et il faut que je fasse le tri, parce que je me dis que parmi ces messages, il y a peut-être un message de quelqu'un qui est sur place, son ingénieur, son physio, son manager que je connais bien. Je me dis l'un des trois est peut-être en train de m'écrire en me disant t'inquiète, il a parlé à la radio, ou j'essaye d'avoir une info.
Donc je suis à la fois sur mon téléphone pour essayer de savoir si quelqu'un me donne une bonne nouvelle là-bas. Je suis sur les écrans en train de chercher je ne sais quoi, comment ça s'est passé. Et donc à l'instant où on voit Romain dans l'ambulance, pas dans l'ambulance, mais dans la voiture médicale, assis, vivant, je percute même pas dans l'instant que c'est une image en direct. Et donc il y a quelques secondes où je le vois. Et je me dis, je sais même plus ce que je me dis, mais je ne commande pas l'image. Et d'un seul coup, je reviens à moi, entre guillemets, et je me dis, mais non, c'est du direct, il va bien. Et j'en reviens pas, en fait. C'est presque improbable, finalement, vu ça paraissait le complètement choc. improbable. Et c'est à partir de ce moment-là, sachant que Romain va bien, qu'on commence à nous montrer les images de l'accident. Les images sont d'une violence inouïe. Je me dis, mais c'est un miracle. Véritablement, on vient de vivre un miracle. Et dans les minutes qui suivent, je reçois un message de la maman de Jules Bianchi, Christine, qui me dit je suis heureuse que l'accident de Jules ait permis aujourd'hui à Romain de s'en sortir vivant. Donc recevoir le message d'une maman qui a perdu son fils en course, prendre sur elle et dire quelque part, si ça a sauvé une vie, au moins la disparition de mon fils en aura sauvé une autre. Là, c'est trop pour moi, quoi. Donc à ce moment-là, on me donne la parole et c'est pile le moment où je prends ça. Et là, oui, ça a été très dur. Bon, il y a eu quelques secondes où voilà, ils ont compris qu'il fallait me soulager et reprendre la main. Et puis après, voilà, c'est redescendu. Mais je pense que c'est toute l'émotion des minutes qui venaient de s'écouler qui sont sorties sur ce message. Quand on sort du commentaire, le premier réflexe, c'est d'envoyer un message à Romain, de chercher à avoir des nouvelles directes. Juste après, j'ai eu Marion, et puis on essayait d'avoir des infos parce qu'on savait que les mains de Romain avaient été touchées, donc c'est ce qui nous inquiétait beaucoup. Et voilà, donc les heures qui ont suivi étaient pas agréables du tout, hein. Même si on avait une forme de soulagement, on était quand même dans ok, il est vivant, mais il est blessé. Dans une moindre mesure, c'est probablement la fin de sa carrière, alors qu'on souhaitait évidemment pour lui qu'il puisse terminer la saison. Enfin, voilà, c'est pas que du soulagement dans les heures qui suivent. C'est quand le soulagement alors ? Le soulagement, c'est le lendemain matin. Moi, donc, j'étais incapable de dormir. Il y avait trop d'adrénaline. Donc, cette nuit-là, pour la petite pointe d'humour, je me suis fait la première saison de La Flamme. Donc, c'était de circonstance, certainement, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, Jonathan Cohen, je te remercie de m'avoir fait rire cette nuit-là et d'avoir tenu ma nuit grâce à un titre très évocateur dans la circonstance. Et en fait, au moment où je m'apprêtais à m'endormir, il devait être 10h du matin, j'éteins et je pense que je me dis ça y est, je vais réussir à dormir parce que vraiment je suis à bout de force et mon téléphone sonne et c'est Romain qui m'appelle en visio. Et donc je vois Romain, appel entrant, vidéo entrante. J'ai du mal à croire que c'est lui qui m'appelle en vidéo, donc évidemment je décroche et je le vois. Je le vois assis sur son lit d'hôpital. Quelqu'un lui tient le téléphone parce qu'il a les gants de Mickey, il a l'espèce de 2 mains de Mickey tellement il a des pansements épais pour soulager ses brûlures. Et il a un énorme sourire et je sais plus, il me dit un truc du genre je crois que j'ai raté mon barbecue ce midi. La scène elle est lunaire, moi je suis dans mon lit, je suis cramé, explosé, et lui il est plus en forme que moi et il me dit écoute il m'explique un peu les examens qu'ils lui ont fait, il m'explique comment il va, il me dit qu'il a pas mal, mais en fait je sais qu'il a mal, et je sais pas, on reste 5-10 minutes à discuter et j'en reviens pas de le voir, quoi, même si je sais qu'il a été sauvé, etc. Voilà, là je l'ai pour moi pendant quelques minutes, je sais que ce qu'il me dit c'est la vérité, même s'il prend sur lui parce qu'il a très envie de recourir, il me dit ouais moi mon but c'est d'être dans la voiture au prochain Grand Prix, enfin on est déjà dans un mode, mais je sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est en train d'évacuer, il est en train d'essayer de dédramatiser et de régler la peur terrible par laquelle il est passé, parce qu'il s'est vu mourir et nous on l'a cru mort. Donc on est déjà en train de dédramatiser. On a un groupe WhatsApp avec quelques amis où on s'est tout de suite permis les blagues les plus vaseuses sur tout ce qui touche aux brûlures, au feu, aux flammes, à Jeanne d'Arc, à tout ce que vous voulez.
et parce que il fallait qu'on évacue la peur. Donc dans ces cas-là, on part dans des bêtises et ça y est, on les a toutes faites et elles nous ont fait du bien. et voilà. Mais à cet instant, de le voir, ça m'a fait du bien et derrière j'ai pu dormir quelques heures. Ouais. Podio tout terrain. Mais elle s'est coupée en deux la voiture. Mais non, Elle s'est coupée en deux. Comment a-t-il fait ? Ah oui, Romain. Oh là 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 là. Elle s'est déchiquetée parce que le rail s'est coupé et a coupé la voiture en deux. Il a une chance inouïe. Autre truc improbable, c'est les chaussures qu'il utilise. Des chaussures à scratch. Et non pas des chaussures à lacets, des bottines de course. Avec des chaussures à lacets, son pied n'aurait pas pu se libérer de la voiture, il serait resté bloqué. Là, le scratch, c'est évidemment défait et il a pu sortir. La chaussure est restée cramée dans la voiture. On a beaucoup employé le mot de miraculé pour le qualifier ce dimanche-là. C'est aussi l'impression que tu as ressenti. Tu as eu l'impression de voir quelqu'un qui revenait de très loin. Oui. Le miracle, en fait, c'est le liant à tous les éléments de sécurité qui ont fonctionné. Parce que malgré ces éléments de sécurité qui ont fonctionné, ça aurait pu mal tourner. Lorsqu'il s'encastre dans le rail, évidemment, si le halo n'est pas présent, il est décapité, il est broyé, voilà. Donc heureusement le halo est là. Mais la manière dont il est dans la voiture fait que il a réussi à trouver un petit espace pour sortir entre le rail et le halo. Si la voiture était moins bien positionnée encore, il ne sortait pas, il restait bloqué dans les flammes. Il y a sa condition physique. S'il n'a pas une condition physique parfaite, quand vous encaissez une décélération comme celle-ci de 53 G, donc 53 fois le poids de son corps, sans condition physique, vous perdez connaissance. Et s'il avait perdu connaissance, il serait probablement mort asphyxié dans les gaz et dans les flammes, dans l'hydrocarbure qui coulait. Autre truc improbable, c'est les chaussures qu'il utilise. Des chaussures à scratch. Et non pas des chaussures à lacets, des bottines de course. Le problème, c'est que son pied s'est trouvé bloqué dans l'habitacle et qu'il a fallu tirer de toutes ses forces pour s'extraire. Avec des chaussures à lacets, son pied n'aurait pas pu se libérer de la voiture, il serait resté bloqué. Là, le scratch, c'est évidemment défait et il a pu sortir. La chaussure est restée cramée dans la voiture. C'est un détail, mais pour dire que l'alignement de planète a quand même été bon. Mais après, il y a tous les éléments de sécurité. Il y a l'habitacle, il y a le halo, il y a les combinaisons. Alors, les gants doivent encore être améliorés parce qu'ils sont fins pour que les pilotes puissent avoir de bonnes sensations quand ils tiennent leur volant. Mais la finesse du gant fait qu'ils ont brûlé plus vite et que sa peau a évidemment été très touchée sur la main. Mais il y a quand même les accessoires, le casque, bien sûr, la visière n'a pas fondu. Voilà, tout a vraiment bien fonctionné et tout s'est bien aligné. Et le miracle, c'est le liant à tous ces éléments qui fait que, effectivement, à la fin, il s'en sort bien. Est-ce que tu sais comment Romain, lui, vit avec ce souvenir depuis un an ? Bon, il est remonté dans d'autres voitures qui vont très vite en IndyCar depuis. Oui. Est-ce qu'il a, malgré tout, des flashbacks? Est-ce que vous en avez reparlé depuis ? On n'en parle pas. On a juste parlé du fait que c'est en pilotant de nouveau qu'il arriverait le mieux à exorciser. On parle de la chute de cheval et de la nécessité de remonter rapidement. On est dans ce schéma-là, à savoir que Romain a eu rapidement l'opportunité de partir en IndyCar, donc qui est l'équivalent de la Formule 1 aux États-Unis, et qui a eu beaucoup de stress pour lui au moment de remonter. Il se posait plus la question de savoir s'il savait encore faire. Donc toutes ces questions, elles ont trouvé une réponse au moment où il a pu reprendre le volant. Donc il a d'abord commencé par des tests, donc remonter dans une monoplace, de nouveau être sanglé, casqué dans une monoplace où on est très confiné, il faut pas être claustrophobe. C'était une première étape. Et puis ensuite il y a eu le premier départ. Je sais qu'il a craqué un petit peu avant son premier départ parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et de stress. Il était très stressé de prendre ce premier départ. Et après c'est revenu, il s'est rendu compte qu'il savait toujours aussi bien faire. Et voilà, je pense que régulièrement, évidemment on lui en parle. Il a sa main sous ses yeux tous les jours et ses mains pour visualiser ce qui reste de traces de cet accident, puisque sa main gauche est quand même très abîmée. Donc tous les jours, il aura toute sa vie sous les yeux, le témoignage. Même s'il n'a pas envie de revoir les images, sa main, il la voit tout le temps. Donc maintenant, je pense qu'en grande partie, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, mais le cas est exorcisé et il avance. C'est aussi le propre de ces grands champions, c'est d'avancer, de se remettre en question et de continuer leur parcours. Donc en ça, ils sont très forts. Merci Julien Febvreau. Merci Alexis.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Podio Tout Terrain. On remercie particulièrement Julien Febvreau pour sa disponibilité et son accueil. Vous pouvez le retrouver aux commentaires de tous les Grands Prix de Formule 1 sur Canal+, mais aussi dans le podcast Essai Privé. C'est un podcast qui vous embarque sur tous les circuits de F1 et vous raconte les plus grandes histoires de ce sport. Si cet épisode de Podio Tout Terrain vous a plu, faites-le savoir, un petit like, un commentaire, un partage sur les réseaux sociaux, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment précieux pour nous. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les futurs épisodes. D'ailleurs, le prochain sortira dès le 22 décembre. J'en profite aussi pour vous rappeler que les 2 premiers épisodes sont toujours disponibles. Podio est allé sur le terrain du champion olympique d'escrime Romain Canon dans l'épisode 1 et a plongé avec l'apnéiste française Alice Modolo dans l'épisode 2. Chaque mois, à l'occasion de la sortie du podcast, on vous envoie aussi la newsletter pour être informé de l'actu Podio. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ça, vous allez sur podio.fr. Podio, c'est POD2IO. Vous y retrouverez aussi toutes nos créations originales et une sélection des meilleurs podcasts de sport. Et puis sur le site, vous retrouverez aussi Onde de choc, le documentaire audio qui raconte le naufrage de Kevin Escoffier sur le Vendée Globe. C'était il y a 1 an, le 30 novembre 2020, au lendemain de l'accident de Romain Grosjean d'ailleurs. Le podcast est toujours disponible à l'écoute sur toutes les plateformes. C'est une série de 6 épisodes de 20 minutes qui raconte cet événement marquant à travers de nombreux témoignages et je suis sûr que vous allez adorer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport.